Deuxième idée qui est importante, c'est qu'il faut que la France retrouve son libre arbitre pour la gestion de la pêche côtière et la gestion de chaque façade maritime. C'est essentiel. Aujourd'hui, la conception qui a été mise en œuvre sur le plan communautaire de l'Europe bleue fait que les États ont totalement démissionné de leur responsabilité, je l'ai dit tout à l'heure, en matière de politique des pêches. Pour ce qui concerne la gestion des littoraux, essentiellement, bien évidemment, ce qu'on appelle la pêche artisanale, mais la pêche artisanale en Méditerranée, ça concerne quasiment tous les armements que nous avons dans les filières qui sont les nôtres. La France doit retrouver, donc par conséquent, une capacité d'autonomie à gérer ses activités sur ce littoral. C'est important, je vais donner deux exemples du possible. J'ai indiqué tout à l'heure qu'il n'avait rien trouvé de mieux à l'échelon communautaire devant la situation et l'évolution du stock de l'anguille en Europe, de dire bon, on cesse l'activité. Donc on s'est battu, il y a eu des luttes de résistance qui ont été menées là-dessus, on les a fait reculer pendant un certain temps, et puis ils ont affiné la machine à perdre, hein. Et finalement, on a eu une réaction particulièrement intelligente des pêcheurs méditerranéens, et notamment du comité régional des pêches du lac de Roussillon, qui a dit, plutôt que de cesser l'activité, nous, on est capable de vous faire la démonstration qu'avec nos techniques de pêche, où on ne pêche pas la civelle, où on ne pêche pas l'anguille dans les fleuves côtiers nécessaires pour la reproduction de l'anguille, où nous avons un taux de réchappement important, avec les capechades que nous mettons dans l'étang, les filets que nous mettons dans l'étang, etc. Nous pouvons monter une expérimentation pour montrer qu'effectivement, nous pouvons à la fois travailler et en même temps répondre aux exigences de la production du stock. Et ils l'ont fait, cette idée. Et ils l'ont fait. D'une manière autonome. Les pêcheurs du Languedoc-Roussillon, des lagunes, Michel pourra en parler, parce qu'il a fait partie de tout ce travail, ils ont démontré qu'effectivement, l'alternative à la protection des stocks, ce n'était pas la cessation d'activité, mais c'était une manière intelligente de travailler autrement. Eh bien, si la France avait son libre arbitre sur la gestion de ses littoraux, eh bien, ces choses-là, nous pourrions les mettre en œuvre, non pas dans une situation de rapport de force, mais dans une situation de mise en œuvre de nos potentialités, économiques. Deuxième exemple, les instances professionnelles, notamment autour du golfe du Lion, depuis longtemps ont avancé l'idée qu'il était nécessaire de défendre les eaux territoriales par la mise en place d'une zone économique et également d'une zone de protection halieutique sur tout le plateau du golfe du Lion, en tout cas au-delà des 12 000. Si nous avions cette autonomie donc, de gestion sur le littoral, une telle mesure pourrait être prise et à partir de là, on pourrait travailler une gestion segment de pêche par segment de pêche, on pourrait travailler une gestion de ce plateau continental qui est décisif, et je le précise, la richesse de la biomasse du plateau continental, il est lié aussi à l'existence et à la protection des lagunes que nous avons sur notre littoral. Parce que les zones humides, les étangs, les estagnols, etc., que nous avons de la Camargue jusqu'à Saint-Cyprien, qui fait que nous avons là un littoral qui est unique en France, qui est unique. C'est en même temps un lieu de frayère et de reproduction fantastique. Et le plateau du golfe du Lion est un lieu où il y a de la ressource, parce qu'il existe précisément ces zones à terre qu'il faut absolument protéger. Tout le monde voit le lien étroit qu'il y a entre la gestion et la protection du littoral et en même temps la gestion de la ressource et le développement de la biomasse sur le plateau du golfe du Lion. Sur la question du carburant, également, on doit réfléchir, je disais à Michel tout à l'heure, face à l'augmentation subite du gasoil depuis des années, il y a eu des mesures de prise pour y résister, dont une qui a été usitée à 2 ou 3 reprises, c'est de dire à l'État français, au-delà du seuil d'équilibre qui vient de cause de l'exploitation, subventionner, etc. Ça a été fait plusieurs fois. Et puis,
à chaque fois, la communauté européenne nous ressortait l'argument, oui, mais ça met une situation de mise en concurrence déloyale vis-à-vis des autres pêcheries de l'Europe, et donc par conséquent, c'est condamnable. Et ils l'ont mis en pratique d'ailleurs, puisqu'en ce moment, les pêcheurs sont appelés à rembourser les aides, là aussi, quand ils ont tout promis et qu'ils n'ont rien tenu, celle-là aussi, elle est quand même pas mal. Vous vous rendez compte, vous le direz, mais ça représente des sommes colossales aujourd'hui. Les mecs, ils n'arrivent pas à gagner la semaine, et on leur réclame des 40, 50 000, 60 000 euros sur les avances qu'ils ont, pas sur les avances, sur les aides qu'ils ont reçues par rapport au gasoil. Eh bien, pourquoi, de ce point de vue, mais ça suppose une autre logique politique dans notre pays. Pourquoi le gouvernement français ne serait pas à l'initiative pour proposer, donc à l'échelon communautaire, à l'Europe, que cette mesure soit prise à l'Europe et non pas sur un seul État, pour éviter précisément cette argumentation de mise en concurrence entre les pêcheries. On sait quel est le seuil critique qu'il ne faut pas dépasser sur le prix du carburant. Et bien au-delà de ce seuil, s'il y avait donc une aide européenne adaptée à chaque façade maritime pour permettre donc par conséquent aux pêcheries de tenir le coup par rapport au gasoil, à ce moment-là, ça serait une mesure utile qui ne mettrait pas en concurrence telle ou telle pêcherie, puisque c'est une mesure qu'on appliquerait à l'ensemble donc des pays européens. Vous savez, après on va nous dire oui, mais le coût, etc. Mais on mesure le coût financier qu'on représente aujourd'hui, la cessation d'activité, l'arrêt du travail. C'est toutes les sommes, toutes les subventions, l'essentiel des crédits qui sont gérés aujourd'hui vont à la cessation d'activité, à la casse des navires, etc. Ça serait quand même plus utile de les aider pour conséquent à tenir le coup dans cette situation. Les volets maritimes des SCOT. Je ne sais pas si vous êtes assujetti à ça ici. Moi, en tout cas, sur mon secteur, on ne parle que de ça. On avait un schéma de mise en valeur de la mer qui était un schéma d'urbanisme qui était le premier qui a été fait en France, autour du bassin de Thau, etc., et qui déterminait les zones à protéger, les zones à construire, les zones qu'il fallait laisser à l'agriculture, les zones qu'il fallait développer au niveau de la protection, etc., etc. Ils ont foutu en l'air dans ce dispositif, ce règlement d'urbanisme, pour y substituer les volets maritimes à l'intérieur des SCOT. Et ces SCOT, aujourd'hui, si dans l'élaboration de ces règles d'urbanisme, si on ne prend pas comme préconisation l'arrêt de l'urbanisation et priorité à l'espace de la pêche côtière là où elle existe, on ne prend pas la dimension économique et humaine que nous avons sur le littoral. Aujourd'hui, je le répète, on parle beaucoup d'environnement, mais chaque fois qu'il y a un mètre carré qui se libère sur le littoral, quand on peut, on construit. Voilà. Eh bien, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Voilà. Également, je pense que, je parlais de volet social tout à l'heure, avec la mise en place d'un programme pour développer la formation et l'installation des jeunes pêcheurs, c'est important. Un mot, l'arrêt du dumping social dans le transport maritime, c'est important, c'est pas la pêche, mais la pratique du pavillon de complaisance, la navigation des navires sous normes, c'est aujourd'hui 3 fois sur 4 la cause des accidents maritimes que nous avons avec les conséquences de pollution que nous connaissons, etc. Voilà. Et puis, quand même, si on ne met pas en place un financement de la recherche pour mettre en œuvre des programmes sur la ressource, on ne travaillera pas sur le long terme. Alors, je crois que, voilà, j'ai ébauché très rapidement, mais je pense qu'on n'est pas sec, on n'est pas dans une situation le dos au mur qui consisterait à dire on ne peut plus rien faire. C'est pas vrai. Il faut changer la logique politique dans ce pays à l'échelon européen si on veut que, effectivement, la pêche ait un avenir et la pêche peut avoir un avenir. On se rend compte d'ailleurs que tous les débats que nous avons eus il y a 15 ans ou 20 ans sur l'aquaculture, vous vous rappelez, quand on a mis en place les premières installations de développement de l'aquaculture, on expliquait qu'avec l'aquaculture, on allait se substituer à la pêche. La pêche étant la cueillette, l'aquaculture étant l'élevage, c'était forcément plus intelligent. Donc par conséquent, on avait trouvé la solution. On a trouvé rien du tout. L'aquaculture, c'est un des éléments. C'est pas à jeter, c'est pas négligeable, mais ce n'est qu'un des éléments. Ça ne peut pas être la substitution. D'autant qu'il faut quand même savoir que pour faire 1 kilo de poisson, 1 kilo de dorade ou 1 kilo de loup,
à l'élevage, il faut 7 kilos. Il faut 7 kilos de farine, 7 kilos pour faire la farine de poisson qui permet, donc par conséquent, à un poisson de devenir vendable, sorti de l'aquaculture. Vous voyez comment. Mais c'est ce qui justifie, par exemple, que dans les pêcheries du Nord et dans les mers australes et dans les pêcheries du Nord, vous avez une grosse pêche hauturière qui fait la pêche pour la farine de poisson qui est pour l'aquaculture, qui n'est pas comptabilisée dans les quotas de pêche. Il faut quand même le savoir. C'est-à-dire la pêche à la farine de poisson n'est pas comptabilisée dans les quotas. Ce qui veut dire que c'est pêche à volonté. Petite maille, on ramasse tout. On ramasse ça pour faire de la farine de poisson et ensuite pour faire les boulettes qu'on donne dans les élevages. Voilà, alors, vous voyez, ça a aussi ses limites. Hein, voilà. Je vais m'arrêter là. Voilà, on est passé.